qu'on va créer concerne, alors il concerne le problème suivant. Donc il s'agit bien, donc on considère tout d'abord que nous sommes en train de créer, s'il vous plaît. Vous pouvez suivre un peu? Alors donc on considère que nous souhaitons créer une application, on va dire distribuée, qui permet d'échanger des données au format XML. Et ces données-là concernent donc des données météorologiques. Et on suppose que le document XML qui va être échangé entre les applications à la forme suivante. Donc la racine, c'est météo. Dans météo, vous avez plusieurs mesures. Chaque mesure se fait à une date donnée. Et après, par la suite, dans chaque mesure, vous avez un ensemble de villes. Et chaque ville, bien sûr, possède un nom et la température mesurée. Quelque chose d'assez simple. Et après, on va essayer donc tout d'abord, dans un premier temps, de déclarer une DTD, de créer un schéma XML pour créer un document XML valide. Et après, créer un document XML valide. Par la suite, on va créer une feuille de style XSL qui permet donc d'afficher les données en format HTML, comme on a l'habitude de faire. Et après, également, on va créer une feuille de style XSL qui permet voilà, de nous afficher des documents en format graphique, en format SVG. Donc, ça va être forcément l'affichage d'un histogramme, par exemple, qui permet de représenter pour chaque ville, par exemple, on va représenter la température. Alors, donc voilà l'arbre XML. Donc, ici, donc, la racine, c'est météo qui contient plusieurs mesures. La mesure se fait à une date et après, dans mesure, vous avez plusieurs villes. Vous avez chaque ville, le nom et la température. Première question. Créer une DTD. On va implémenter ce contrat, bien sûr, d'échange de données qui est la structure des documents XML en utilisant une DTD. Document Type Definition. C'est pas assez compliqué. Donc, on a déjà vu que pour créer une DTD, on déclare element. Alors, la racine, c'est quoi? C'est météo. Qu'est-ce qu'il contient? Plusieurs mesures. Et l'élément mesure contient plusieurs villes. Et l'élément ville, qu'est-ce qu'il contient? Empty. Et après, les attributs. Alors, atList, quels sont les attributs de mesure? Nous avons un attribut qui s'appelle date, qui est de type cData, la présence obligatoire. Et pour les attributs de la ville, il y a le nom, qui est de type cData, la présence obligatoire, et la température de type cData. Alors bien sûr, donc avec DTD, on ne peut pas faire la différence entre du texte et des doubles, parce que la température, c'est un nombre réel en principe. Donc ici, on utilise cData. D'accord? Alors ça, c'est une simple DTD qu'on va enregistrer. C'est température. Température, tout à fait. Alors, enregistrer. Donc, météo. Alors, ça, c'est le météo.dtd. Alors, créer un document XML valide en utilisant la DTD. XML, DTD. Je choisis la DTD que j'ai créée. C'est pas bourse. Alors, je ne suis pas dans le bon dossier. Alors, il faut spécifier la racine, météo. Et après, on peut, par exemple, voir les données. Alors ici, donc, on peut avoir une date, les noms. Oui, tiré. Alors d'ailleurs, ici, pour une DTD, donc ça, c'est pour une DTD, donc même si vous mettez n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, on a déclaré la date de type cData, n'est-ce pas? Donc c'est forcément, ça c'est l'une des limites des DTD. Ici, vous avez la date, la température
Et après, on peut ajouter plusieurs villes. Et après, on peut ajouter plusieurs mesures. Donc, en principe, ça c'est l'exemple d'une DTD qui permet de créer un document XML valide. La DTD est limitée par rapport au schéma. XML. Exactement. Pourquoi ils ont utilisé DTD dans SVG? C'est pas qu'ils ont utilisé. C'est dans SVG, vous avez le choix, soit utiliser DTD ou bien schéma XML. D'accord? Donc, ce qui fait que, en fait, d'une manière générale, c'est un choix à faire. Mais comme je disais, quand vous êtes en train, d'une manière générale, quand vous êtes en train de préparer des documents XML qui sont générés, dont les données sont générées pour être échangées avec d'autres systèmes d'information, généralement, il faut utiliser les schémas XML. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi? Parce que les schémas XML, ils permettent de montrer au client qui va consommer, par exemple, ces données, la structure des données, c'est-à-dire le format de chaque type de données. C'est très important. D'ailleurs, on va voir cette problématique au niveau des web services. Mais si vous êtes en train de créer un document XML statique, manuellement, que vous allez utiliser dans une application, vous n'avez pas en fait besoin, vous n'êtes pas obligé de passer par le schéma, vous pouvez utiliser une DTD, d'accord? Alors ça c'est la DTD, si vous voulez, on va créer le schéma XML équivalent qui serait mieux. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les DTD, donc il y a des limites, notamment au niveau des typages de données, au niveau des indicateurs d'occurrence, chose qu'on peut régler avec le schéma XML. Alors on va créer le schéma XML. Alors pour le schéma, donc je vais spécifier le préfixe XSD, le texte. Alors donc je vous rappelle que pour déclarer un schéma XML, on utilise XSD element, on déclare l'élément racine, c'est météo. Alors l'élément racine, il est toujours de type complex type, c'est un type complexe. Alors un type complexe, c'est un type qui contient des attributs ou bien des éléments fixes. Alors il contient plusieurs éléments, donc on va utiliser l'élément séquence. Et dans séquence, on va déclarer les éléments qui sont autorisés à apparaître à l'intérieur de l'élément. Élément, name, mesure. Alors avec l'attribut max occurs, on peut spécifier inbounded pour dire que c'est plusieurs. Et après le type de mesure, on va créer un type qu'on va appeler TM, c'est-à-dire type mesure. On peut la laisser comme ça. Et comme ça, par la suite, je déclare l'élément TM, tête mesure. Alors XSD, complex type, name, TM. Alors, le type, une mesure elle-même définie et contient plusieurs villes. Donc XSD, quoi? Séquence. XSD, element, name, ville. La même chose, max occurs, inbounded, plusieurs. Et après, le type de la ville, TV, par exemple, type ville. Et pour compléter, il faut déclarer l'élément complex type TV, le type ville. Alors, une ville est définie par des attributs. Donc, je peux déclarer directement les attributs de ville. XSD, attribute, il y a l'attribut nom, le nom de la ville, qui est de type string, la présence obligatoire. J'ai également le nom de l'attribut température. Température, qui est de type. Il y a quelque chose qui cloche? Température. Alors, XSD de point. Alors, on va utiliser ici double, c'est un double, chose qu'on ne peut pas faire avec les DTD. Et après, la présence obligatoire. Ça, c'est les attributs de ville. Après, qu'est-ce qui manque? Il manque voilà, l'attribut voilà, la date de la mesure. Donc, voilà ce que j'ai déclaré. Maintenant, il en reste à déclarer cette date. Alors, cette date-là, on va la déclarer où? C'est dans TM, le type mesure. Alors, les attributs, généralement, on les déclare après l'élément séquence. Parce qu'en fait, une mesure contient une séquence de villes plus un attribut. XSD, attribute name, la date, de type date, XSD date.
Et après, use required. Enregistrer. Ça, c'est le schéma XML. Météo.xsd. C'est bon? Pas de questions? A priori, donc, si vous faites le schéma la première fois, la deuxième, la troisième, après, ça devient des automatismes. Ça pose pas de problème. Alors, ici, donc, on va créer un document XML valide. Cette fois-ci, utilisant ce schéma. Donc, ça va être, c'est le... Alors, la même chose, je ne suis pas là, je suis dans météo. Je n'ai pas besoin de sélectionner la racine parce que par défaut, il y a une racine. Et après, ça donne la structure suivante. Alors, sauf que cette fois-ci, on est obligé d'avoir une vraie date. Sinon, ça ne marchera pas. Vous le constatez, ça doit être un mois valide. Le nom de la température. Le nom et la température doivent être des valeurs. Alors, si vous mettez une température dans laquelle vous mettez n'importe quoi, donc a priori, ça ne passe pas. Donc, ça, c'est un petit peu l'avantage, bien sûr, du schéma XML. Donc, on a la garantie avec le schéma XML que les données sont échangées, sont valides. Alors, quand vous dites la température 80 degrés, à mon avis, c'est pas bien, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter la valeur de la température? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec les DTD. Comment le faire avec les schémas XML? Les restrictions. Météo.xsd. Vous avez la température, elle est là. Elle est où la température? Oui, elle est là. Alors ici, donc, la température, on va... Oui, il est là. Température, c'est un attribut. Ben, on ne va pas le déclarer de type double comme ça. On ne va pas mettre required comme ça. Et puis après, on pourra utiliser. Donc, on va faire comme on a fait pour les restrictions. Donc, entre attribute et slash attribute, on va utiliser XSD simple type. Ben, c'est vrai que c'est un type simple. Restriction. On spécifie le type de base. C'est quoi le type de base? C'est double. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que température, c'est un type simple qui va hériter de type double. Et après, dans les restrictions, on peut utiliser par exemple XSD max exclusive. Par exemple, vous dites la température, ça ne doit pas dépasser 40 degrés, ça ne doit pas dépasser 50. En tout cas, parce que 50 déjà, c'est... Ben, ça peut dépasser 50. Vous avez jamais vu une température plus que 56? Non? Alors 60 degrés, c'est foutu. Alors, ici donc vous avez, et après en même temps, ben, la température, elle ne doit pas, par exemple, vous utilisez XSD min exclusive, vous mettez moins 60. À moins 60, c'est foutu. Voilà. Alors ici donc dans le schéma XML j'ai quand même des éléments qui permettent donc d'apporter des restrictions et des limites sur l'élément. Ben, il dit que donc si je reviens à mon fichier XML, là c'est plus, ça marche plus, donc ça doit être une température raisonnable. Alors si vous mettez aussi moins 80, ça passe pas. Moins 60, ça passe pas. Alors, juste, j'ai parlé exclusive, mais il y a inclusive. C'est quoi? Min exclusive, min inclusive. Y compris. Hein. Donc, voilà. Wesh fermé ou de là ouvert, vous avez compris. Alors, en tout cas, donc ici, donc ça c'est l'exemple. Alors, pour ne pas saisir des données, on va juste, pour passer à la question suivante, on va juste prendre l'exemple que nous avons ici. CTRL-C. Ben, je vais le copier directement là. Alors, je supprime l'élément. Alors, a priori, voilà. Ici. Donc, j'ai supprimé des choses qu'il ne fallait pas supprimer. CTRL-V. Je supprime l'élément météo, ici.
Alors ici, donc la date, il l'accepte pas parce que la date doit respecter la forme de la date. Alors si vous voulez mettre le -1, vous mettez 0,1. Donc ça, c'est un document XML valide utilisant le schéma enregistré. On va l'appeler météo.xml. C'est bon? Alors maintenant, une fois qu'on crée ça, on va créer une feuille de style qui permet tout d'abord d'afficher les données au format HTML. Alors, je crée une page, un document XSL. Je vais utiliser donc XPath 1.0. Alors, la feuille de style XSL, nous avons dit que, alors on va l'appeler donc météo1.xsl. Une feuille de style XSL, c'est une feuille de style généralement qui contient un élément template. On va utiliser l'attribut match slash, c'est-à-dire que je vais faire la transformation à partir de la racine. Je veux générer une page HTML. Dans la page HTML, je voudrais afficher toutes les données dans un tableau. Bon, pour faire plus simple, je vais utiliser une boucle. XSL for each, pour chaque mesure. Alors les mesures, donc je peux écrire soit météo slash mesure, ou bien comme je le disais hier, c'est que vous pouvez utiliser double slash mesure. Alors si vous mettez double slash mesure, c'est-à-dire pour chaque mesure, quel que soit le pair. Mais si vous mettez météo slash mesure, ça veut dire que forcément mesure doit être à l'intérieur, doit être un enfant de météo. Alors pour chaque mesure, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais je vais afficher la date de la mesure, par exemple, dans un list item, date mesure. Alors XSL value of. Alors la date mesure, c'est l'attribut date. J'ai raté quelque chose? Oui. Voilà. Alors si vous voulez tester, on va enregistrer, on va créer un scénario de transformation. Le fichier XML, c'est météo.xml. La sortie, c'est un document quelconque m.html. J'ouvre dans un navigateur. Je valide. Voilà ce que j'ai pour le moment. Donc j'ai deux mesures de date. Alors maintenant pour chaque date, je vais afficher donc les différentes valeurs. Alors quelles sont les différentes valeurs? Donc sous forme d'un tableau. Alors créer un tableau HTML table. La bordure et la largeur 80%. Je vais créer une en-tête dans laquelle j'ai des TH. Pour chaque mesure, donc je vais afficher la ville et la température. Pour cela, donc j'ai besoin d'utiliser également une nouvelle boucle pour chaque mesure, pour chaque ville. XSL for each. Pour chaque ville, je crée une ligne. Alors dans cette ligne, j'ai plusieurs TD. Et dans chaque TD, je vais utiliser XSL value of, le nom, et j'affiche la température. Température. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Alors ici, donc pour chaque mesure, j'ai un tableau, les villes et température. Après, j'ai par exemple, je voudrais afficher la température moyenne. Par exemple, pour chaque mesure, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois que j'affiche ce tableau, ici, une fois que je boucle sur les villes, je vais ajouter un TR dans lequel j'ai TD, température moyenne,
Alors la température moyenne, je vais utiliser XSL, value of. La température moyenne, comment on va la calculer? C'est la somme la somme des températures divisée par le nombre de villes. Ok. Alors pour cela, on peut utiliser somme expat de. Alors je suis toujours dans la mesure. Hein. Donc c'est-à-dire je vais utiliser directement ville slash température divisé par, avec expat vous utilisez div, count de la même chose, de ville tout court. Alors ça c'est une expression expat qui permet donc d'afficher la moyenne. Alors donc température moyenne c'est 22, non ça marche. Alors on va juste séparer les mesures. Alors une fois que je boucle sur la mesure, donc je fais un séparateur P. Donc j'ai la première mesure, j'ai la deuxième. Alors maintenant, après, on ne veut pas toutes les mesures, je veux par exemple afficher que les mesures de cette date. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc 2006, 11, 10. Si on a la même moyenne. On a la même moyenne. Alors si on a la même moyenne, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est juste du hasard. Le hasard fait qu'on a la même moyenne. Alors c'est vraiment du hasard. C'est-à-dire si vous faites la moyenne, vous trouvez 22, c'est un peu bizarre quand même, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes chiffres qui sont... Parce que vous avez... si vous faites la somme, si vous prenez votre calcul, c'est vraiment du hasard. Hein. Alors, si vous voulez vérifier quand même, vous faites juste la somme. Voilà, tout simplement, effectivement. Voilà. Il y a mieux, vous allez vers le fichier XML, météo.xml, ben vous dites ici, c'est pas 29, c'est 35. J'imagine à Ouarzazate, il fait très chaud. Alors je reviens à la feuille. Ce n'est pas la même. Donc, alors pour ne pas, généralement, comme j'en profite pour vous faire des rappels, pour ne pas parfois utiliser des expressions complexes, on peut passer par les variables. Alors c'est ce que je vous ai montré hier. XSL de point variable. Vous créez une variable que vous allez appeler par exemple somme. Et vous mettez select. Non. Variable, c'est pas value of. XSL de point variable. Name, le nom de la variable c'est somme. Dans la valeur select, c'est une expression expat qui est count. Plutôt c'est somme. Ça, CTRL X. C'est la somme des températures. Voilà. Et vous créez une autre XSL variable NB, le nombre de villes, NB ville, select, count, de quoi? De villes. Et si vous voulez la calculer, afficher, vous mettez ces dollars somme divisé par div dollar NB. Utiliser des variables dans XSL, parfois c'est intéressant. C'est possible de trier les villes et afficher. Alors vous voulez trier les villes? Chaque ligne contient du plus petit vers le. Oui. Alors si vous voulez faire le tri dans XSL bien sûr, alors vous avez les villes qui ne sont pas triées, n'est-ce pas? Alors si vous voulez les trier, vous utilisez. Alors dans XSL, quand vous faites une boucle XSL, par exemple for each pour chaque ville, juste après XSL, il y a un élément qui s'appelle XSL de point sort. Alors sort c'est pour trier. Alors ici vous spécifiez select, vous allez trier par rapport à quoi? Par rapport au nom de la ville. Et après vous spécifiez l'ordre.
واش لا ماشي l'ordre. Ça c'est est-ce que vous voulez respecter le c'est alphabétique ici. c'est order. Est-ce que vous voulez faire ascendant ou bien descendant? Par exemple, ici ascendant. Alors si vous faites ça, vous avez un résultat qui est trié. Alors vous voyez donc il commence par A. D'autres questions? Non, mais si j'ai dit par. C'est pas. Par température. C'est la même chose. Alors ici donc, si vous voulez trier par rapport aux températures, vous allez faire ici température. Et cette fois-ci descending. C'est-à-dire par ordre décroissant. La ville la plus chaude vers la ville la plus froide. C'est bon? Alors maintenant, ça, on le fait pour générer une page HTML. Comme je disais, je ne veux pas en fait toutes les mesures, je veux juste les mesures d'une date. Où est-ce que je vais changer? For each. Pour chaque mesure, condition. J'ouvre le crochet. C'est quoi la condition? C'est la date égale la ville, la date que je veux. Alors la date ici dans notre cas c'est 2000. La première date c'est 2006 11 10. Alors ici donc j'ai que les données de cette ville. D'accord? Alors maintenant, je veux faire la même chose à peu près, mais sauf qu'au lieu d'afficher les données comme ça, je voudrais afficher un histogramme. Mais cette fois-ci en utilisant SVG. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer un document XSL. Voilà. Que je vais appeler météo2.xsl. Alors la même chose, donc je vais générer, j'ai un template, match égale slash. Alors sauf que ici au lieu d'utiliser HTML, je vais utiliser SVG. Alors maintenant, dans l'éditeur Oxygène, quand vous créez une feuille de style XSL, par défaut, donc il ne reconnaît pas donc, le namespace en fait, SVG. Vous pouvez l'ajouter pour, bien sûr, pour l'utiliser. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous créez par exemple un document SVG, un modèle de document SVG, et après, il ne faut juste pas oublier d'ajouter, alors tout ça, ça ne nous intéresse pas, par exemple, vous ajoutez juste le namespace xlink, xml, ns, xlink, parce qu'on en aura besoin. Et après, vous prenez donc cet élément-là. Pour le doctype, c'est pas important. Doctype, c'est pas important. L'essentiel, c'est que je génère du document. Vous pouvez l'ajouter par la suite dans la sortie. Parce qu'en fait, doctype, c'est pas dans le corps qu'on va le faire. Il y a des éléments XSL qui permettent de spécifier le doctype qui va être utilisé. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs comment le faire. Alors, dans XSL, je vais faire un copier-coller, comme ça. Donc, c'est-à-dire, je génère un document SVG. Alors maintenant, dans ce document SVG, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais dessiner tout d'abord les axes X, Y. Alors, pour cela, vous savez que pour dessiner, on utilise line. Alors, line, pour créer une ligne, on utilise les attributs X1, Y1, X2, X2, Y2. Et si vous voulez, l'attribut stroke, c'est la couleur, par exemple, bleu. Et stroke width, l'épaisseur des traits, c'est 2 par exemple. Stroke width. Alors pour X1, donc on va juste faire quelque chose comme ça. Alors on va faire un peu de géométrie maintenant. Ça c'est l'écran. Je voudrais tracer une ligne comme ça, une autre ligne comme ça. Alors ça c'est le point de coordonnées 400, 400. C'est pas 400, donc ici je vais prendre 20. 400. Là c'est le point de coordonnées 20. 20.
Et ça, c'est le point de coordonnées. On va dire 800, 400, par exemple. Alors, x1 égale à combien? Donc, je vais tracer la première ligne. Donc, c'est 20. 20, 20. 20, 20. Jusqu'à le point 20, 400. Et je vais tracer une autre ligne qui va du point 400, 20, 400 jusqu'à x2 égale 800, 400. C'est bon? Enregistré. On peut déjà voir un peu ce qui se passe. Alors, sauf que ici, je vais créer un scénario de transformation. Nouveau scénario. La sortie, le fichier XML, c'est météo.xml. La sortie, je vais générer un document .svg, par exemple m1.svg. Mais ça peut être un document HTML5. Si c'est un document HTML5, il n'y a pas de problème. Parce que dans HTML5, il reconnaît le SVG. Si donc je génère un document SVG, ouvrir sur le navigateur. Alors voilà ce que j'ai. Alors pour le moment, donc cette transformation, il me permet de générer un document SVG. Pour le moment, vous avez les deux traits, d'accord? Alors maintenant, en plus de ça, je voudrais maintenant mettre les noms des villes. Alors comment on va utiliser ça? Alors pour utiliser les noms des villes, alors d'ailleurs vous voyez ici donc la sortie, en fait la sortie, mais cette sortie-là, elle n'est pas indentée. Si vous voulez voir, quand vous regardez le code généré, le code source qui est généré, si vous mettez inspecter l'élément, vous allez voir que le code généré n'est pas là. Bon, le browser il l'a en fait indenté, mais si vous voulez qu'il soit indenté à la sortie, il y a un élément dans XSL juste avant l'élément template, il y a l'élément XSL output. Alors dans output, vous utilisez par exemple indent égale yes. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous générez la sortie, vous aurez le même résultat. De toute façon, au niveau du résultat, il n'y a rien qui va changer. Ce qui va changer, c'est regarder le contenu ici. C'est-à-dire le contenu, il est indenté. Bon, c'est-à-dire que forcément, il est bien structuré. Alors, vous n'êtes pas obligé d'indenter le code XML pour qu'il soit interprété par le parseur. Mais quand on veut le lire, pour quelqu'un qui veut lire un document XML, bon, ça serait bien qu'il soit indenté. Voilà ce qui a été généré. Alors, vous avez posé tout à l'heure la question. Regardez le code qui est généré. Ce code-là, il ne contient pas un doctype. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui ajouter un doctype? Pour que c'est-à-dire, spécifier vraiment un document SVG. Alors, ça se passe toujours au niveau de output. Alors, vous avez doctype public. Alors, doctype public, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre ça. Doctype public, vous mettez ça. CTRL-C. Et après, doctype system. Et dans doctype system, vous mettez cette valeur. Enregistrer. Alors maintenant, ça c'est important, vous générez toujours le même résultat, ça c'est clair, n'est-ce pas? Mais sauf que si vous regardez la sortie générée, vous trouverez ici, il y a doctype SVG public, et après vous trouverez l'élément. Alors là maintenant, vous avez avec le processeur XSLT, vous avez généré un document SVG pour le client. Pour lui, c'est un document XML qui est valide. C'est un document SVG. Alors maintenant, on va essayer donc de représenter. Maintenant, je voudrais m'intéresser à une mesure. Alors, je vais m'intéresser à la mesure, par exemple, XSL
Monsieur, vous avez dit que vous allez ajouter les noms des villes. Justement, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une boucle maintenant. Je vais boucler sur les villes. Il faut tout d'abord se positionner dans la mesure. Je voudrais afficher un graphique pour quelle mesure, pour quelle date. Donc ça veut dire que vous allez utiliser soit XSL for each pour chaque mesure. Alors mesure. Vous voulez la mesure, mais à quelles conditions? C'est que l'attribut date. Alors pour chaque mesure dans la date. Alors attendez. Alors quand vous mettez d'ailleurs double slash, ça marche pour quand il sera interprété, mais juste Oxygène, il a du mal à retrouver les éléments. Donc par contre si vous mettez météo slash mesure, en principe, bon même avec ça, de temps en temps ça, hein, pas aussi performant. Alors ici donc je vais mettre la date égale. Alors la date, on va prendre cette date, comme ça. Alors pour la mesure, bon, à vrai dire, est-ce que vous êtes censé, si vous savez que dans votre document SVG, vous allez générer que, c'est-à-dire cette mesure, pour éviter d'utiliser donc for each ici, qu'est-ce que vous allez faire? Directement là, vous mettez ça, CTRL X, vous la mettez dans l'élément match slash. Alors si vous mettez ça, c'est-à-dire si vous mettez template match égale météo slash mesure dans la date égale, ça veut dire que c'est-à-dire tout ce que vous faites, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la mesure dans la date égale telle. Alors dans ce sens-là, vous avez déjà filtré, dans match, vous avez déjà filtré quels sont les éléments mesure que vous voulez traiter, n'est-ce pas? Alors, même si d'habitude on utilise slash dans l'élément mesure, et après on fait un for each pour chercher, mais vous pouvez bien dans l'élément template directement utiliser for, directement vous appliquez, voilà, en se positionnant dans les éléments que je veux, je fais le traitement. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Pour chaque mesure, pour cette mesure-là, je vais parcourir les villes. XSL for each. Pour chaque ville. Alors pour chaque ville, je vais afficher le nom de la ville. Alors maintenant, je vais utiliser donc des variables, si vous voulez, XSL, variable. Je vais créer une variable nom dans select égale l'attribut non. Je vais récupérer également la température, XSL variable, température, dans l'attribut select, c'est l'attribut température. Pour le moment, c'est des variables. Alors maintenant, je vais afficher le nom de la ville en utilisant l'élément texte. Ça, c'est du SVG. Alors, vous savez qu'un élément texte, en principe, qu'est-ce qu'on veut afficher ici? Entre texte et slash texte, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le nom. C'est-à-dire ici, on va utiliser XSL value of directement dollar nom. Alors, sauf que un texte, il faut lui donner les coordonnées X et Y. Alors maintenant, les coordonnées X, Y, où est-ce qu'on va le mettre? Alors, en fait, ici, on va mettre, supposons qu'on va mettre ici les villes, Casa par exemple. Là, par exemple, Marrakech. Alors, pour le X, c'est quelque chose qui change, n'est-ce pas? Alors, on a besoin d'un compteur qui nous permet de nous donner la position de la ville. Soit disant, c'est un compteur qui permet de retourner, si vous voulez, la position de la ville, c'est-à-dire dans la sélection. Alors, c'est pour cela, on va créer une variable, XSL variable, qu'on va appeler pose, la position, select,
Alors, dans XPath, il y a une fonction qui s'appelle position. Alors, la fonction position de XPath, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne la position de l'élément. Ça veut dire que la première ville, ça va être 1, la deuxième, ça va être 2, etc. Okay? Ben, il dit quoi donc ici? Qu'est-ce qu'on va mettre dans X? Alors, c'est une expression. Alors, dans XSL, si vous voulez spécifier une expression, il faut utiliser les accolades dans les attributs. Alors, si vous mettez les accolades, ça veut dire que pour lui, il va l'évaluer. C'est une expression. Si vous ne mettez pas les accolades, pour lui, c'est une constante. Hein? Alors, comme c'est une expression, on va mettre par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe si vous mettez 100 multiplié par la variable pose. Alors, si vous mettez 100 fois pose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première ville, ça va être 100, x égale à 100. La deuxième, c'est 200, 300. C'est clair? Et y, mais par contre, y, il est constant. C'est toujours 400. 400, on va descendre un petit peu. On va dire 440. Alors, si vous regardez ce qui est généré, nous aurons déjà quelque chose. Alors, on a quelque chose. Voilà ce que nous avons. Donc, je vois ici les villes qui sont déjà bien positionnées. D'accord? Mais si vous regardez bien le code qui est généré, regardez ce qui est généré. Normalement, c'est-à-dire la feuille de style XSL, il vous a généré un document SVG avec 2 lignes, avec plusieurs textes. Mais regardez le X. X1, c'est... Alors ça, c'est... Non, c'est ça. 100, 200, 300. Donc à chaque fois, il multiplie par 100. Alors si on a fait ça... Bon, après, bien sûr, vous pouvez changer les caractéristiques du texte. Alors, si vous voulez formater le texte, vous allez qu'à ajouter les éléments font size, par exemple. Par exemple, 12. Et après, par exemple, stroke. Un texte, par exemple, en rouge. Par exemple. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un rectangle. Oui. Question. On peut jouer sur la couleur, par exemple, de la ville par rapport à la température. C'est possible de le faire? Oui. Alors si la température est supérieure à 1 degré, du coup la couleur de la ville devient rouge, par exemple. Oui. C'est possible de le faire. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez faire ça? Alors, dans si vous voulez faire ça dans XPath, vous avez... Tu vas faire la condition XSL if. Alors, c'est quoi le test? Le test, c'est que si la température de la variable température, fenêtre température, TM, température, s'il est supérieur à, par exemple, 30, je fais le rouge. Sinon, c'est-à-dire si les inférieurs. Alors, sauf que le problème, c'est que inférieur, ça passe pas dans XPath. Hein? Si vous voulez utiliser inférieur, il faut utiliser le et LT. C'est les entités. LT, ça c'est le little. En quelque sorte, parce que le inférieur, c'est un caractère spécial. Donc, greater, little, donc c'est les entités. Alors ça, c'est que si la température est inférieure à 30, ou égale à 30, 29, non, inférieur à 30, c'est ça. Comment? C'est LT point virgule. Point virgule. Regarde, les entités, généralement, ils commencent par le et, l'entité, point virgule. Alors ici, donc, vous mettez par exemple blue. Par exemple.
Alors, il y a une seule qui est rouge. Donc, vous avez ici. Alors, ça veut dire que, vous voyez, c'est bien de se poser ces questions-là parce qu'en fait, dans XSL, si vous regardez le support, vous avez tout ça, tous les éléments. Mais sauf que moi, je n'aurai pas le temps de vous décrire tout le langage, mais c'est à travers les exemples d'applications qu'on va travailler, vous commencez à découvrir. Donc ça, c'est par exemple si vous voulez faire. Et après, il y a when, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs tests, vous avez soi-disant when qui permet de spécifier plusieurs valeurs. Quand c'est égal à ça, je fais ça, etc. D'accord? Alors donc j'ai ça, j'ai affiché le nom de la température, c'est déjà bien, mais maintenant il me faut afficher le rectangle. Rectangle, rect. Alors je sais qu'un rectangle a les attributs suivants: width, height, x, y, et après la même chose, donc stroke. Alors on va utiliser un bleu, fill, et yellow, et stroke width si vous voulez, par défaut c'est 1. Alors le rectangle maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans alors le width il est constant, on va mettre 10 parce que c'est le même, on va supposer c'est la même largeur pour tous les rectangles. Mais par contre la hauteur c'est la valeur de la température. Alors on va utiliser, donc c'est une expression, c'est une accolade. Alors dans l'expression on va mettre ces $temp multiplié par, parce qu'en fait la température maximale c'est 30, si vous voulez en pixels, la traduire en pixels, il faut multiplier par une échelle, n'est-ce pas? Alors si vous multipliez par 100, ça veut dire quand la température égale à 30, la hauteur c'est combien? C'est 300 pixels. Donc vous voyez, donc 100 c'est juste pour avoir une échelle, parce que si vous représenterez 30 pixels, ça va être très, très petit. Et si vous voulez être un peu plus correct dans votre paramétrage, vous créez également une variable, XSL variable, vous l'appelez échelle, dans select égale à 100. Et pour ne pas multiplier par 100 ici, vous multipliez par l'échelle. D'accord? Ça, si on peut changer l'échelle, Exactement, si vous voulez changer l'échelle, vous changez là. Mais après, vous allez voir que tout ça, ça peut devenir des paramètres par la suite pour la feuille de style. Ben, du coup, donc, on peut paramétrer. Alors ici, donc, il y a le X. Alors le X maintenant, le X, c'est la même position que le texte. On est bien d'accord? C'est 100 fois la position. C'est-à-dire que le rectangle, c'est la même position que le texte, ce qu'on a fait pour le texte. Alors que le Y, là il y a un petit souci. C'est quoi le Y d'après vous? C'est 400. Alors si vous mettez 400, voilà ce qui va se passer. Vous avez un graphique, mais regardez, on commence par 400 et on descend. N'est-ce pas? Mais normalement, il ne fallait pas commencer parce que le rectangle, pour lui, le X, il commence par le point du haut. Mais normalement, il faut aller commencer par quoi? Alors, il faut faire un petit calcul géométrique. Donc, ça, c'est 400. Nous avons un rectangle. Regardez, 400 ici. Donc, ce point-là, c'est quoi ces coordonnées? C'est 400 moins... C'est quoi ça? C'est la hauteur, n'est-ce pas? Donc c'est 400 moins la hauteur. Bon, c'est juste... Pourquoi? Parce qu'en fait, l'écran, il est gradué comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Alors, la même chose ici, oui. Alors, donc ici, on va utiliser donc l'expression, c'est 400 moins la hauteur. Et la hauteur, c'est quoi? C'est la température fois l'échelle. À nouveau ici, donc si vous voulez paramétrer, vaudrait mieux utiliser carrément ici variable. XSL variable. Vous mettez H, la hauteur. H, c'est quoi? C'est select
c'est la température fois l'échelle. Et dans ce cas-là ici, vous mettez $H. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre? C'est 400 moins H. Alors le fait de travailler avec des variables, ça peut simplifier. Et dans ce cas-là, nous aurons quelque chose comme ça. Alors le seul problème, c'est que maintenant, c'est un peu l'échelle, elle est relativement plus grande. On va pas trop... Donc on va réduire l'échelle. Et ça, c'est plus simple. L'échelle ici, on va mettre par exemple 80. Il faut analyser ce qu'on est en train de... Voilà le code qui est généré. Voilà ce que nous avons. Regardez, rectangle, height égale... Regardez, c'est beaucoup. Hein. C'est 1400, la hauteur c'est 1400. Normalement, il ne faut pas multiplier par 100, c'est 10. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Parce que si la température égale 30 fois 100, c'est combien? C'est 1000. Alors, donc l'échelle, c'est pas 100, c'est 10, tout simplement. Et on aura quelque chose comme ça. Voilà. A priori, nous avons donc un graphique qui est tracé. Mais ben, ça, c'est un graphique qui est généré dynamiquement par le... Alors ici, donc, pour le moment, via XSL. Alors maintenant, on veut également que ça soit différent par rapport au graphique classique. On veut que ça soit animé, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, tout simplement, ce rectangle que vous venez de créer, entre rect et slash rect, vous utilisez animate. Alors, pour animate, on va animer quoi? Attribute name. L'attribut qu'on veut animer, c'est la hauteur. C'est height. C'est la hauteur. Donc, je veux animer la hauteur de quoi? Du rectangle. Et après, la durée de l'animation, c'est par exemple 3 secondes. Et après, from to. Alors, je vais animer le rectangle, par exemple, de 0. Après, on va voir que c'est pas forcément ça. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la hauteur h. C'est-à-dire jusqu'à $H. Alors, si vous ajoutez ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez quelque chose comme ça, regardez. C'est que, en fait, le rectangle, la hauteur, voilà, justement, c'est la hauteur qui change. Mais si vous voulez que ça remonte, c'est-à-dire, donc il faut pas uniquement changer que la hauteur, il faut changer la hauteur, mais également à chaque fois, il faut animer le point X, plutôt le Y. Le Y, il doit commencer par 400 et il se termine par sa position. C'est exactement ce qu'on va faire ici. C'est que vous allez ajouter encore un autre animate. Cette fois-ci, on va animer le Y qui varie de 400 jusqu'à sa position, à savoir c'est 400 moins H. C'est-à-dire c'est la position où il devrait y être. Alors il faut combiner ces deux animations pour avoir tel résultat. Voyez. D'accord? Et encore plus, vous voulez afficher la valeur de la température. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour afficher la valeur de la température? Parce que là, les deux animations ne sont pas... Il n'y a que la deuxième qui est active. Et que non, les deux. Alors si vous enlevez la première... Non, si vous enlevez la première, vous aurez autre chose. Regardez ce que vous allez avoir. Vous animez le Y, mais il faut animer le Y plus la hauteur. Alors, additive égale à somme, il n'est obligatoire que si vous utilisez animate transform. Alors dans animate, il n'y a pas de problème. C'est pour cela. Alors, afficher donc le texte. Donc c'est, je prends un élément texte.
Alors, le texte que je vais afficher, c'est tout simplement c'est la valeur de la température, c'est-à-dire XSL, value of la température, dollar, température. Mais où est-ce que je vais l'afficher? Ben, je vais l'afficher dans le point de coordonnées du rectangle. Je sais que le rectangle, je l'ai créé dans le point de coordonnées XY, c'est-à-dire x égale y égale. Il y a quelque chose qui cloche? Texte en dessus. Oui, oui. C'est texte, texte ici. Donc x égale y égale. Le x c'est 100 fois la position et le y c'est 400 moins h. Mais là on aura un texte qui n'est pas animé, n'est-ce pas? Donc vous avez les valeurs ici. Alors maintenant si vous voulez que le texte aussi suit le rectangle, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Si vous voulez que le texte suit le rectangle, ben, il faut l'animer selon Y. C'est-à-dire que le texte que vous créez, vous lui ajoutez également animé selon Y. C'est-à-dire vous reprenez cette animation-là, le Y, animate, leur texte animate. Et voilà. Mais après, vous pouvez compliquer les choses. Alors ça, c'est en quelque sorte, cette démonstration-là, elle vous permet en même temps de réviser ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais avec donc, comment combiner donc, les transformations XML SVG, ce qui est un bon exemple à retenir. Alors ici, donc, la valeur du texte, quand même, il faut que ce soit bien le texte, la position, c'est X, c'est Y. Si vous voulez, vous mettez moins quelque chose quand même, moins 6 pixels, moins 6 pixels, comme ça. Non, oui, c'est vrai. Mais aussi dans l'animation. Attention, le moins 6, c'est pas ici. C'est à l'intérieur. Moins 6. Et c'est pareil ici, moins 6. J'ai une erreur. Alors c'est quoi? Moins 6. Moins 6. Il y a un petit problème dans les espaces quand vous mettez moins. Alors là, a priori, ça marche, mais l'autre... Et s'il n'a pas pris en considération, pourtant c'est la même chose. Parce que a priori, là, c'est collé, mais après, il commence à se détacher, etc., etc. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, donc ça suffit. Donc, vous avez toutes ces démonstrations dans la vidéo. Vous pouvez donc la refaire.